Mon sol il est trop riche en matière organique, donc j'ai du mal à l'acidifier. Donc cet hiver, là juste après en rentrant, j'ai envoyé un échantillon de terre pour faire une analyse de sol. Je pense qu'il va être encore alcalin, donc supérieur à 7, et je vais devoir l'acidifier avec du soufre. J'espère que ça va marcher cette fois. Pourtant, je mets la bonne dose, mais il a du mal à descendre. Alors ensuite, la plante, la taille de la plante. Donc le sol, je vous disais, c'est important. Il y a aussi l'hygrométrie, il y a la météo. Donc la météo, c'est pas trop chaud. S'il fait plus de 30, c'est pas terrible. S'il fait trop froid, c'est pas bon. L'ensoleillement, il faut une journée comme ça, en fait. Toute l'année, ça serait bien. Pas trop chaud. Je sais pas combien il fait là. Il fait 24, 25, non ? Ouais, c'est la bonne température en fait. S'il faisait ça toute l'année, on ferait des gros potillons. Malheureusement, il y a des écarts, on a des vagues de chaleur, on a 35 degrés, on a des nuits fraîches, enfin voilà. Il faudrait que ce soit stable, 20 degrés la nuit, 25 le jour, et un soleil comme ça, et là on fait des records. Bon, malheureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Ensuite, l'hygrométrie, si l'air est trop sec, alors moi je fais sous serre. Il y a d'autres potirons comme celui-là qui sont faits en plein air. Donc là, c'est plus incertain parce qu'on est tributaire du temps et des intempéries qui peuvent tout massacrer en très peu de temps, comme un roche de grêle. Donc je préfère faire sous serre pour éviter tout ça. Et donc l'humidité de l'air dans la serre, il faut maintenir à peu près 65%, c'est l'idéal. Trop humide, vous attrapez la maladie, c'est-à-dire l'oïdium en particulier. Trop sec, la plante stresse. Ne pousse plus, se bloque un peu. Il y a une hygrométrie idéale, c'est à peu près 65%. Après, le sol, c'est-à-dire l'irrigation, il faut que le sol soit humide, mais pas trop. S'il est trop mouillé, vous asphyxiez les racines, donc il pousse moins bien, puisqu'il perd ses racines. Pas assez, il pousse pas aussi vite qu'il pourrait. Donc c'est encore une fois un équilibre à trouver. Moi, j'utilise des petits appareils qui sont des tensiomètres qu'on plante dans le sol et en appuyant sur un petit bouton, il vous donne le taux d'humidité du sol. Donc, en faisant une moyenne de tous mes tensiomètres, je sais à quel moment il faut arroser et à quelle quantité. Si vous avez un sol aussi très drainant, il faut arroser plus souvent et plus. Si vous avez un sol lourd qui a une forte rétention d'eau, il faut arroser moins. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas une vérité en fait. On s'adapte avec le terrain qu'on a. Moi, j'ai un terrain qui est assez drainant, donc j'arrose un peu plus souvent. La taille de la plante, là on a fait des essais de plantes très grandes, 110, 120 mètres carrés. Par exemple, mon potiron, là, il a poussé sur 80 mètres carrés. Donc j'ai voulu faire moins, et vous voyez, ça fait quand même un beau potiron. Donc pareil, il y a encore une surface de prédilection qui doit se trouver entre 70 et 100 mètres carrés à peu près. Donc on fait des essais parce que plus la plante est grande, plus elle consomme d'énergie pour faire des feuilles et des tiges. Il faut réussir à canaliser cette sève pour la mettre dans le potiron. Parce que comme disent les Américains, on ne cultive pas de la salade. On ne cultive pas des feuilles, on ne fait pas des tiges, on fait un potiron. Donc à un moment donné, on a plein de tiges et de feuilles, mais il faut envoyer toute l'énergie dans le fruit et c'est pas facile. Ça passe par une façon de tailler les latérales, une certaine façon, une certaine vitesse, une certaine taille, pour progressivement envoyer la sève vers le fruit, qui commence à prendre ses gains et à monter en puissance. Donc ça c'est l'irrigation. Après, donc ça c'est la surface de la plante. L'irrigation, donc faut réussir à arroser toute la surface sans mouiller la plante. Donc certains arrosent avec des tourniquets, donc ils ont la maladie très vite. Et le meilleur c'est le goutte à goutte. Voilà, un goutte à goutte qui est sur toute la surface. Ça fait beaucoup de goutte à goutte parce qu'il faut vraiment arroser partout. Pourquoi ? Parce que chaque feuille de la plante émet des racines et donc elle a besoin d'eau sur toute la surface. Souvent les gens ils arrosent juste au pied où ils ont planté la plante et pas trop le reste, mais en fait il faut vraiment arroser toute la surface. Donc c'est important aussi de garder un sol donc humide, pas détrempé, pas sec non plus. Enfin encore une fois, moi je prends la terre dans la main, je vérifie aussi au feeling. Sur environ c'est sur une vingtaine de centimètres, 20-25 centimètres les racines, pas plus. Donc les tensiomètres plus le feeling de la main, on arrive à savoir à peu près si le sol est assez mouillé. Alors il faut garder bien sûr un seul fruit par pied si on veut concentrer toute l'énergie dans ce fruit-là. Si vous laissez tout pousser, comme avec ma squash là, j'avais 6 fruits sur la plante, vous voyez il n'est pas très gros. Si vous en laissez qu'un, il est bien plus gros, puisqu'il prend toute la sève. Pareil pour les tomates, vous voyez les tomates tout à l'heure, on voyait la grosse, pareil, une seule tomate par pied. Concentrer toute la sève dans ce seul fruit.
Alors comment je choisis de garder un seul fruit? Lequel? C'est déjà sur la tige principale. Vous avez une tige principale qui court, suivie de latérales perpendiculaires. Et donc il faut garder la fleur femelle sur la principale, puisqu'elle conduit plus de sève que les latérales, ça c'est sûr. Ce qui explique aussi pourquoi la tige principale est de gros diamètre, qu'elle porte plus de sève. Et il y a une distance aussi de prédilection. Si vous le faites trop près du pied, vous n'avez pas assez de surface foliaire pour alimenter votre fruit. Et si vous le faites trop loin, la plante n'a plus assez d'énergie une fois qu'elle a fait toute la surface pour alimenter le fruit. Donc il y a encore une fois, tout est question d'équilibre. Et donc il semblerait que la distance soit entre 4 et 5 mètres. Entre le 4 et 5 mètres du pied où vous avez planté votre graine. Donc ce potiron-là, j'ai pas trop mesuré, mais je crois qu'il est à 4,50 m du pied. Le très gros qui a craqué, il était à 5 mètres. Donc voilà, donc on garde bien un seul fruit, puis ensuite il faut tourner les tiges pour que le fruit puisse grossir librement sans écraser sa propre tige ou la casser. Donc par exemple ce potiron-là, on l'a reculé 3 fois avec Julien, avec un système de sangle, parce que comme il pousse dans toutes les directions, il pousse aussi vers l'avant. Donc vous avez votre tige principale qui est enracinée, le fruit il pousse aussi vers l'avant, donc il plie sa tige qui l'alimente parce qu'elle est enracinée, elle ne bouge pas. Donc il faut reculer le fruit. Sinon, il pousse vers l'avant et à un moment donné, il plie sa tige et il la casse. Ça a commencé à plier sur le mien, là. Donc on l'a reculé 3 fois. Et bon, 3 fois, ça suffit. Le gros aussi, 3 fois. Donc vous mettez un palan accroché à un point fixe et vous tirez tout doucement avec une sangle autour pour ne pas l'abîmer. Moi, j'ai un micro-tracteur, j'accroche sur le micro-tracteur. Et quand vous tirez et que c'est le micro-tracteur qui vient, c'est bon signe. Ça nous est arrivé avec Julien, c'est pour ça que je dis ça. En 2021, on avait reculé le gros, j'avais fait 984, à cette époque-là il faisait peut-être 900, et mon tracteur fait que 750, donc c'est le tracteur qui reculait en fait. Il faut soigner la plante, c'est-à-dire la protéger des maladies, des insectes. Alors sous serre, on a le problème des acariens, on a aussi les pucerons. La maladie numéro 1, c'est l'oïdium. L'oïdium, c'est terrible. C'est le blanc qui se déclare sur les feuilles quand vous avez les feuilles trop humides longtemps. À partir du 15 juillet chez moi. Donc il faut réussir à la protéger. Donc moi par exemple j'utilise du lait en pulvérisation foliaire 1 fois par semaine à partir de mi-juillet. Il y a aussi des bacillus, de la laminarine, c'est des algues qui font un peu un vaccin sur la plante. Il existe du permanganate de potassium, enfin plein de choses utilisables en agriculture biologique qui permettent de prévenir. Curer c'est plus dur, donc il faut mieux prévenir que guérir. Donc il faut être réactif et anticiper les problèmes. C'est pour ça que je note tout. Ça me permet dans la saison de me dire tiens, l'oïdium va pas tarder à arriver, je commence à pulvériser ça. Les pucerons vont arriver à cette date, je vais commencer à mettre un anti-puceron, etc., du savon noir, enfin voilà. Les acariens, alors j'ai une très bonne technique cette année, c'est les prédateurs, les auxiliaires. En fait, ce sont des petites bêtes qui mangent les acariens. Les acariens, ça peut ruiner une plante en quelques jours. Ils aiment bien les ambiances de serre sèches et chaudes. Et du coup, quand il fait chaud, là, les acariens, ils explosent et en quelques jours, ils peuvent vous manger des feuilles et quasiment une plante très rapidement. Donc encore une fois, je sais à quel moment ils apparaissent, en tout cas chez moi, puisque je note tout. Et cette année, j'ai fait 4 introductions d'auxiliaires que je saupoudre comme ça, c'est microscopique. Et ils partent à la recherche des acariens et ils les mangent. Ils pondent un œuf dans un acarien. L'œuf éclot dans l'acarien et cherche un nouvel hôte pour refaire un œuf. Donc c'est génial. Les pucerons, c'est pareil. Il y a des auxiliaires qui mangent les pucerons. Voilà, il y a plein de moyens naturels comme ça de lutter contre ça. Ce qu'il faut, c'est être réactif et préventif. C'est ça la solution. Si vous attendez les problèmes, c'est trop tard. Il n'y a pas moyen. Les pucerons, une fois que vous les avez et qu'ils prolifèrent, après c'est fini. Hein. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et ils mangeront la feuille, hein. Toutes les feuilles, et ils fatiguent la plante. Donc protéger des maladies, protéger des insectes, protéger des intempéries. Quand il fait très très chaud l'été, je mets un filet d'ombrage sur le dessus de la serre pour éviter que les feuilles brûlent. Quand il fait trop chaud, trop sec, je brumise. J'ai un système de petites bûches qui fait des petits jets d'eau. Quand il y a du vent, je mets un filet anti-vent. Quand il fait froid, je ferme tout. Je ventile, j'ouvre les hauts de la serre pour faire un courant d'air, évacuer l'air chaud qui est emprisonné au sommet. Voilà, c'est un travail au quotidien, pas de vacances. Pour être performant, c'est tous les jours.
J'aimerais bien aller en vacances, mais je peux pas. Mais c'est un choix parce que je veux faire un gros potiron, donc voilà. Et le gros du travail, c'est de avril à juillet. Il faut buter les tiges. En fait, chaque tige qui court émet une feuille et des racines. Si vous butez ces feuilles au fur et à mesure qu'elles avancent, vous gagnez 2 racines minimum. Chaque racine, c'est des nutriments et de l'eau qui est ponctionnée et envoyée au fruit. Donc plus vous avez de racines, plus le fruit sera gros. Vous avez intérêt donc à avoir toutes les racines possibles. Par exemple, j'ai compté sur cette plante, j'avais 700 feuilles, donc par 2 racines, ça fait 1400 racines. Envoyer 1400 racines, si elles envoient, je sais pas ça, mais on va dire 1 litre de sève, ça fait 1400 kilos. Bon, faut alimenter la plante aussi, elle sue, elle a chaud, elle s'évapore, mais aussi le fruit. Donc, toutes ces racines-là, elles sont très très précieuses. C'est vraiment un conseil très important. Essayez de maximiser vos racines et de les garder en bonne santé le plus longtemps possible. Si vous arrosez trop, vous les noyez, elles pourrissent, donc elles sont inefficaces. Si vous arrosez pas assez, elles sèchent. Et après, elles ne repoussent plus. Les poils absorbants, ils disparaissent. Et voilà, on peut utiliser. Alors, il n'y a pas de secret. Souvent, on me dit est-ce que tu utilises des secrets? C'est pas de secret, c'est beaucoup de travail, beaucoup de science. Les fleurs, on les pollinise à la main. On laisse pas les abeilles, les bourdons s'en charger parce qu'elles pourraient amener des pollens d'autres plantes qu'on veut pas. Comme on contrôle les croisements, on protège la femelle la veille de son ouverture et ainsi 3 mâles d'une autre plante qu'on veut se servir en tant que pollinisateur. On les protège la veille. Moi, je mets simplement un gobelet sur les fleurs la veille. On voit à quel moment elles vont s'ouvrir le lendemain. Comme ça, le lendemain, j'arrive, je cueille les 3 fleurs mâles qui ont leur godet. J'enlève les pétales, ça donne comme un stylo avec le pistil et les grains de pollen. J'ouvre la femelle, elle s'ouvre. Alors les bourdons viennent souvent essayer de passer avant moi, donc je suis obligé de chasser tous les bourdons. Ils sont attirés très fort, vraiment, c'est incroyable. Donc souvent je bagarre pendant 5 minutes et après je pollinise la femelle. Vous avez des segments dans la femelle. On peut encore les voir si vous regardez derrière les potirons. À l'opposé du pédoncule, vous avez le bouton floral et on peut compter le nombre de lobes. Par exemple, celui-là, il y en a 4. Là, il y a un gros bouton floral, là, je ne sais plus où, ici. Vous pouvez compter le nombre de segments. Et donc les segments, quand la fleur s'ouvre, on les voit déjà, ils sont déjà là. Et il faut bien les polliniser un par un. Si vous ne pollinisez pas aussi bien chaque segment, le potiron va se déformer. En fait, en grossissant, si un segment n'a pas reçu assez de pollen, il va être atrophié de ce côté-là, ou se déformer. C'est pour ça que des fois, on voit des potirons un peu tordus. C'est que soit il a fait très chaud pendant la pollinisation, parce qu'il ne faut pas dépasser environ 20 degrés. Au-delà de 20 degrés, la fleur a de grandes chances d'avorter, ne pas prendre, tout simplement. Et il faut maintenir 20 degrés. Alors, comment on maintient 20 degrés quand il fait 30 dehors ? Alors, surtout sous tunnel, donc j'ai fabriqué une boîte en polystyrène blanc. Je mets autour de la fleur la boîte en polystyrène, dans laquelle je mets des bouteilles d'eau glacée, un thermomètre, un couvercle, toujours en polystyrène, une serviette blanche mouillée et essorée par-dessus la boîte, le filet d'ombrage sur le tunnel, un ventilateur. Et normalement, vous arrivez à maintenir 20. S'il ne fait pas 20 et qu'il fait plus, il faut remettre plus d'eau glacée dans la boîte. C'est compliqué, mais quand vous avez votre fleur qui est à la distance magique, je vous disais tout à l'heure, entre 4 et 5 mètres, il ne faut pas la louper. Parce qu'après, elle peut arriver qu'à 5 ou 6 ou 7 mètres, et après, vous n'avez plus de place dans la serre. Donc, il ne faut pas louper le coche. Donc, il faut mettre le paquet pour que cette fleur prenne. Donc, ça passe par tout ce que je viens de vous dire. C'est un peu compliqué ce jour-là, parce que plusieurs fois dans la journée, il faut aller contrôler le thermomètre et rajouter des bouteilles d'eau glacée s'il fait très chaud et que la température voulue n'est pas atteinte. Mais il faut faire ça pendant 24 heures pour assurer la pollinisation. Et ensuite, vous enlevez tous cette installation et normalement, le fruit commence à pousser à vue d'œil. En quelques jours, il fait la taille d'une pomme. Et ensuite, un melon et puis un ballon de volley. Et après, c'est exponentiel. Plus il est gros, plus il pousse vite. Ça va vraiment très très vite. Je vous dis, quand vous atteignez, au début, c'est 1 ou 2 kilos, 5, 10, 15, 20, 27. Vous atteignez le pic de croissance à jour 35, bon c'est très rapide quand même. À jour 35, 27 kilos par jour. À jour 40, 25 kilos par jour. Vous vous rendez compte, 4 jours, ça fait 100 kilos. C'est vraiment à vue d'œil qu'on les voit pousser. Alors le drap blanc, il est sur la vie du potiron, il est toute sa vie. De jour, quand il est de la taille d'une balle de tennis jusqu'à sa cueillette. En fait, c'est pour protéger du soleil direct, parce que le soleil a tendance à assécher la peau. Et comme le potiron, il prend énormément de poids, la peau est très très élastique. Voilà le drap.
Donc comme elle est élastique, elle est très tendre, très fragile, très sujet aux brûlures du soleil. Donc on met un drap, un ou deux même, pour éviter que le soleil tape directement dessus. C'est pour ça que j'étais tenté de le faire là. Mais bon, il grossit plus. Et donc en mettant le drap, il est toute sa vie ombragé. Et le soleil ne touche jamais sa peau, n'assèche jamais sa peau. Donc la peau reste élastique le plus longtemps possible et peut grossir librement sans crainte de craquer, d'éventrer la peau qui pourrait faire une crevasse et s'infecter et moisir. Et voilà. Donc c'est vraiment un travail au quotidien pendant 6 mois. Il faut vraiment être dédié à sa plante. Si vous partez, que vous arrosez plus, la terre va sécher, vous revenez de vacances, vous arrosez, il a été sec longtemps, il reçoit beaucoup d'eau d'un coup, il grossit trop vite, il éclate. Vous voyez, il faut être constant. Le travail doit être assis, c'est pour ça qu'il faut être très régulier. L'arrosage doit être régulier, les soins doivent être réguliers. Faut vraiment, par exemple, si vous ouvrez pas la serre en plein soleil, dans la serre ça monte à 50 degrés, vous brûlez plein de feuilles brûlées égale moins de kilos absorbés, envoyés au potiron. C'est tout un ensemble. Il faut vraiment réussir à maîtriser tous ces facteurs-là pour avoir un gros potiron. Pourquoi il est blanc? C'est ses gènes. C'est issu d'un potiron déjà blanc. Bon, alors il pouvait être orange aussi. D'ailleurs, l'autre que j'ai perdu a une chance sur 2 d'être blanc ou orange. Le blanc a tendance à se craquer plus facilement. Malheureusement, il est devenu blanc, donc il s'est craqué. J'aurais aimé qu'il soit orange. L'année prochaine, je vais remettre la même graine en espérant qu'elle soit orange, parce qu'en général, quand ils sont orange, ils craquent moins. Alors, c'est des graines qu'on s'échange entre passionnés à travers le monde entier. Donc, quand vous avez, entre guillemets, une monnaie d'échange avec un autre gros légume, vous pouvez demander à quelqu'un qui a le record d'Espagne, d'Italie, ou qui a fait un gros potiron au Japon, en Chine, je ne sais d'où, faire un troc, échanger les graines et planter sa graine. Ça permet d'améliorer, de faire des croisements, d'améliorer le bagage génétique de vos graines sans arrêt. Ça, c'est la graine d'un ami américain qui s'appelle Don Baron, qui a l'habitude de faire des potirons très denses. C'est pour ça que j'ai choisi cette graine. L'autre avantage qu'il soit très épais, c'est qu'il a moins de chances de se fissurer. Parce que la chair est épaisse. Donc si vous avez 30 cm de chair, il y a peu de chances qu'il craque. Si vous avez une chair plus fine, il y a des chances qu'il se fissure et qu'il arrête de pousser. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette génétique. Alors après, personnellement, la couleur, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le poids. Sauf si on veut gagner le Howardy du plus beau. Un beau, bien formé, brillant, paridé, pancataloupé, orange, avec une forme harmonieuse. Il y a des graines. On peut sélectionner des graines en fonction de ce qu'on veut. Moi, personnellement, je veux faire le plus gros possible, donc qu'il soit jaune, bleu ou rouge, je m'en fiche un peu en fait. Mais blanc, c'est sympa aussi. Donc voilà, donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, c'était juste pour avoir une confirmation que tout ce travail-là s'est fait en bio. Vous avez compris la question tous? Est-ce que finalement tous ces gros messieurs, c'est bien du bio? Alors, dans le concours, il n'y a pas de distinction. Dans le monde entier, dans tous les concours, comme les Américains disent, seul le poids compte. Donc, vous avez les cultivateurs qui utilisent des engrais chimiques de synthèse, des produits phytosanitaires, etc. Après, c'est un choix. Moi, je préfère faire d'une manière biologique. Je trouve que c'est plus méritant de faire des choses naturelles que d'utiliser des produits comme ça, synthèse. En plus, comme on le mange, enfin, pas moi tout seul, mais on le partage, donc on a intérêt à le garder sain et naturel pour qu'il soit consommé. Les Américains, comme ils les compostent, souvent ils n'ont aucune utilité de les faire bio et ils les boostent pour essayer de faire le plus gros possible. Mais justement, je m'applique à faire les choses naturelles pour prouver aux Américains qu'avec des produits naturels, on peut faire des gros. Et vous voyez par exemple la tomate, qui est là-bas, qui est pour le moment numéro 1 mondial, pour le moment. 100% naturel, ça prouve bien aux Américains qui étaient premiers là jusqu'à aujourd'hui qu'on peut faire des choses énormes avec des produits naturels. Sur voilà. le sol à base. Tu peux avoir un très bon sol et puis avoir une graine qui s'achète super vite, tu pas un problème comme ça. C'est la graine. Oui. Donc tout de suite j'ai envie de lui poser comme question, quels sont les amendements que tu utilises? Parce qu'on a bien entendu que pour avoir des bons fruits, des bons légumes, il faut que la terre soit d'abord bien nourrie. Donc il y a une vie microbienne dans le sol qui a besoin de transformer tous ces aliments qu'on apporte en nutriments pour la plante. C'est quoi que tu apportes en fait?
Alors, j'ai un sponsor. Je peux faire un peu de pub. C'est Terralba, c'est écrit dans mon dos. C'est une entreprise qui vend des produits donc, biologiques, vous voyez, comme par hasard, et qui me fournit les produits pour faire tous ces monstres. Donc dans le sol, j'utilise toute leur gamme. J'adore le kelp, c'est une farine d'algues. Le lombricompost, je trouve ça magique. Des bactéries, du biochar, du basalte volcanique. Ça va faire plaisir à Richard. Parce qu'il y a du... Ah oui, j'ai oublié de parler de ça, c'est très important justement, il y a de l'électroculture là-dedans. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'électroculture, c'est utiliser des artifices qui permettent de capter le magnétisme ambiant et de le diffuser dans le sol pour stimuler la croissance des plantes. Alors les amendements, comme tu disais Georges, oui, donc le lombricompost, le sang pour apporter de l'azote, donc l'azote rapide des granulés de sang, c'est du sang de bovin. On me demande souvent, c'est du sang d'humain? Non. Et les granulés de corne, qui est de la libération plus lente d'azote. Si vous manquez, dans mon cas, je manquais un peu de phosphore. Donc j'ai pris chez Terralba du bas de guano, de chauve-souris, qui est riche en phosphore. J'aime bien mettre les algues, que c'est très riche en oligo-éléments. Le pH, donc je l'acidifie avec du soufre. On peut faire, il y a des blattes, il y a des crottes de blattes tropicales qui peuvent apporter de la chitine. C'est très 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 varié, il y a beaucoup de choses. Vous regardez le site internet, c'est très riche, il y a énormément de produits, il y a du guano de verre de farine, enfin, et j'en passe. Et tout ça, ça améliore la vie du sol, comme tu disais, Georges, la microbiologie. D'ailleurs, sous serre, vous voyez, on a tendance à pas avoir beaucoup de vers de terre, parce que la terre est sèche en surface et tout. Il faut créer toute une vie dans le sol qui vous le rend bien aussi par la plante. Donc c'est très important, et tout ça, c'est une question d'équilibre, encore une fois. Réussir à trouver l'équilibre, c'est pas facile. Mais voilà, des amendements organiques en fonction, attention, pas faire à l'aveugle. Souvent on me dit, est-ce qu'il faut mettre ça, faut mettre ça. Avant de mettre quoi que ce soit, le premier conseil, c'est de faire une analyse de sol. Faites une analyse de sol, sinon vous travaillez à l'aveuglette en fait. Si vous ne savez pas ce que vous avez déjà en trop ou pas assez dans votre sol, si vous rajoutez au hasard un nouveau produit, ça se trouve vous allez agrandir, accroître le problème en fait. Donc avant de commencer, faites une analyse de sol complète avec les oligo-éléments et corrigez à fonction du résultat. Moi dans l'année j'en fais 3 pour le potiron, 3 analyses de terre et aussi 3 analyses de feuilles. On peut envoyer les feuilles au laboratoire pour avoir une analyse chimique qui vous dit voilà votre feuille elle manque de manganèse, moi c'est souvent le cas, manganèse ou cuivre ou je ne sais quoi, et là vous corrigez en apportant avec une source naturelle cet oligo-élément. Voilà, c'est de la science, c'est sensiblement comme nous, hein. C'est un être vivant. Alors, on va me prendre pour un fou, mais la plante parle, il faut savoir juste l'écouter. Et une plante qui stresse, elle flageole, ça veut dire j'ai trop chaud, donc fais-moi de l'ombre, ou l'air est trop sec, donc je brumise, j'ombrage, ou elle a peut-être soif, le sol est trop sec, donc j'arrose. Si vous avez la périphérie de la feuille, le fin bord qui jaunit, vous avez une carence en potassium. Si vous avez des nervures jaunes sur une feuille verte, c'est une carence en magnésium. Si votre feuille est marbrée de jaune sur le vert, c'est une carence en manganèse. Vous voyez, et tout ça, la plante ne vous le dit pas, mais elle vous le montre. Il faut savoir la lire et la décrypter pour savoir ce qui ne va pas. Et je confirme avec une analyse de tissu quand même, au cas où. Mais avec l'expérience, maintenant, j'arrive à peu près à voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et, parce que c'est souvent les mêmes problèmes que vous avez chaque année qui reviennent. Donc il faut les anticiper et les corriger avant qu'ils apparaissent. Mais encore une fois, une analyse foliaire, ça permet de vérifier si tout va bien. Bon, écoutez, Dr Dao, on peut le féliciter et le remercier surtout parce que c'est une science dans le jardinage, dans le maraîchage et en bio, s'il vous plaît. Et ça fait du bien de savoir que tous nos compétiteurs tracent la voie que Medidao leur permet de savoir. Et donc, peu à peu, on voit les records qui s'alignent chez les uns et chez les autres. Donc ça, c'est très bien.